Je m'appelle Sarah Chin, j'ai 32 ans. Il y a 3 semaines, j'étais allongé dans un lit d'hôpital, souffrant d'une hémorragie interne, avec 3 côtes cassées, et une rupture de la rate, après qu'un conducteur ivre a percuté violemment ma voiture à une intersection. Ma fille de 2 ans, Emma, était à la garderie quand c'est arrivé saine et sauve, heureusement. Mais ce n'est pas moi qui allais pouvoir venir la chercher. Les ambulanciers me disaient que j'avais besoin d'une chirurgie d'urgence dans l'heure, sans quoi je risquais de ne pas survivre. Depuis l'ambulance, avec un masque à oxygène couvrant la moitié de mon visage, et les mains tremblantes, j'ai appelé ma mère. Maman, j'ai réussi à dire malgré la douleur. J'ai eu un accident de voiture. J'ai besoin d'une opération d'urgence. Peux-tu, s'il te plaît, aller chercher Emma à la garderie étant occupée? Je suis au merci général. Il y a eu un silence. Puis, la voix de ma mère a retenti, agacée et dérangée. Sarah, ça tombe vraiment mal. Ton père et moi, nous partons pour notre croisière dans les Caraïbes demain matin. C'est prévu depuis des mois. Tu sais à quel point nous attendions cela, avec ta sœur. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Maman, j'ai une hémorragie interne. Il m'emmène au bloc opératoire. Emma a besoin de quelqu'un. Tu es toujours si dramatique pour tout, m'a-t-elle coupé. Je suis sûr que ce n'est pas aussi grave que tu le prétends. Tu as probablement juste quelques bleus. Ne peux-tu pas appeler l'un de ces services de babysitting? Nous avons notre croisière, Sarah. 14 jours avec ta sœur et sa famille. Nous n'allons pas manquer cela pour tes histoires. L'ambulancier à côté de moi fixait mon téléphone, avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange d'incrédulité pure, et de dégoût. Maman, s'il te plaît. Je t'en supplie. Emma a 2 ans. Elle a besoin de sa famille. Nous sommes ta famille, et c'est justement pour cela que tu devrais comprendre à quel point ce voyage est important pour nous. Ta sœur a spécifiquement demandé que nous venions. Elle est déjà là-bas, elle nous attend à Miami. Je ne vais pas la décevoir parce que tu as eu un accrochage. Débrouille-toi toute seule. Tu es une adulte. La ligne a coupé. J'ai fixé mon téléphone, tandis que le sang traversait les bandages temporaires que les ambulanciers avaient appliqués sur mon flanc. L'ambulancière a doucement pris le téléphone de ma main. Ma puce, a-t-elle dit doucement. Concentrons-nous sur ta stabilisation. As-tu quelqu'un d'autre? Je n'avais personne. Mon ex-mari nous avait abandonnés quand Emma avait 6 mois, il avait déménagé à l'autre bout du pays, et n'avait jamais envoyé le moindre centime de pension alimentaire. Mon père, lui, se contentait toujours de suivre tout ce que ma mère disait. Ma sœur, Mélissa, elle était déjà à Miami, probablement en train de siroter des cocktails sur la plage, en attendant que nos parents la rejoignent pour leurs luxueuses vacances en famille. Celles dont je n'étais apparemment pas assez importante pour faire partie. Avant de vous raconter la suite, si vous appréciez cette histoire, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir liker et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez vraiment connecté à ce récit. Maintenant, laissez-moi vous parler de la décision que j'ai prise dans cette ambulance. J'ai besoin de passer un appel, ai-je dit à l'ambulancier. Ma voix était plus ferme maintenant, glaciale de clarté. J'ai cherché un service de nounou haut de gamme, dont j'avais entendu parler par un collègue de travail. Malgré la douleur, malgré la peur, j'ai réussi à expliquer ma situation. Ils avaient quelqu'un de disponible immédiatement, une femme merveilleuse nommée Patricia, qui pouvait aller chercher Emma dans les 30 minutes, et rester avec elle aussi longtemps que nécessaire. 45 € de l'heure, engagement minimum de 24 heures. Je n'ai pas hésité. J'ai donné mes informations de carte de crédit, la même, dans l'ambulance. Puis, j'ai fait autre chose, quelque chose à quoi je pensais depuis des années, mais pour laquelle je n'avais jamais eu le courage d'agir. J'ai ouvert mon application bancaire, et j'ai annulé le virement mensuel automatique. 3 800 € chaque mois, depuis 8 ans et 2 mois. J'ai fait le calcul, même à travers le brouillard de la douleur, 374 240 €. C'est la somme d'argent que j'avais secrètement envoyée à mes parents depuis mes 24 ans. Ils pensaient vivre de la pension de mon père, et de la sécurité sociale. Ils n'avaient aucune idée que leur hypothèque, leur paiement de voiture, leurs frais de copropriété, et leurs taxes foncières, absolument tout était payé par la fille qu'ils considéraient comme une déception. Laissez-moi revenir en arrière, pour vous expliquer comment j'en suis arrivé là, car cela n'a pas commencé par un accident de voiture.
Cela a commencé il y a 32 ans, à ma naissance, quand ma mère a décidé que je ne serais jamais assez bien. En grandissant, j'étais toujours elle et autre fille. Mélissa, de 3 ans mon aînée, était tout pour eux. Des notes parfaites sans effort, reine du bal, bourse complète à Princeton, MBA à Wharton. Aujourd'hui, elle est cadre supérieur dans une entreprise du Fortune 500 et gagne 400 000 € par an. Elle était la fierté et la joie de mes parents, leur réussite, celle qu'ils présentaient fièrement aux gens lors des fêtes. Moi, j'étais une pensée après coup. Le bébé surprise que ma mère n'avait jamais vraiment voulu. Je l'ai entendu dire à ses amis une fois, quand j'avais 7 ans, le plan, c'était d'en avoir 2. Sarah était un accident. J'ai lutté contre la dyslexie à l'école. Mes notes étaient médiocres, malgré le fait que je travaillais 2 fois plus dur que tout le monde. Je n'ai pas fait d'université prestigieuse, je suis allé dans une université d'État grâce à des prêts étudiants. Je suis devenu spécialiste en facturation médicale, gagnant honnêtement 72 000 € par an. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas impressionnant, et ce n'est pas digne d'être mentionné lors des réunions de famille. Ma mère présentait Mélissa comme ma fille, la directrice. Elle me présentait comme mon autre fille quand elle me présentait tout court. Quand j'avais 24 ans, fraîchement diplômé et travaillant à mon premier vrai emploi, j'ai rendu visite à mes parents, et j'ai vu accidentellement un avis de saisie immobilière sur le comptoir de la cuisine. La pension de mon père ne suffisait pas. Ils étaient noyés sous les dettes. La maison où ils vivaient depuis 30 ans allait leur être retirée. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Malgré tout, malgré le délaissement, le favoritisme, et les comparaisons constantes, ils étaient toujours mes parents. Alors, je suis allé à leur banque, j'ai négocié un plan de paiement, et j'ai commencé à payer leur hypothèque. Puis, j'ai remarqué que leur voiture était sur le point d'être saisie, alors j'ai aussi repris ces paiements. Puis les taxes foncières, puis les frais de copropriété. J'ai tout mis en place via des virements automatiques de mon compte vers le leur, étiqueté simplement un transfert, pour qu'ils ne sachent pas d'où venait l'argent. Ils pensaient juste qu'ils avaient soudainement plus d'argent. Ils ne se sont jamais posé de questions. Ils ne m'ont certainement jamais remercié, car ils n'ont jamais su. Pendant 8 ans, j'ai vécu dans un appartement modeste, j'ai conduit une vieille Honda de 10 ans, et j'ai porté des vêtements de chez Target, tout cela pour que mes parents puissent maintenir leur train de vie dans leur maison de 3 chambres, dans un quartier chic. En conduisant leur voiture récente, et en prenant leurs vacances annuelles. Quand je suis tombé enceinte d'Emma, la réponse de ma mère a été « Eh bien, c'est un mauvais timing. J'espère que tu ne t'attends pas à ce que nous fassions du babysitting. Nous avons déjà élevé nos enfants. » Quand le père d'Emma est parti, ma mère a dit « Je ne suis pas surprise. Tu as toujours eu un mauvais jugement. » Quand j'ai demandé s'il voulait faire partie de la vie d'Emma, ma mère a répondu « Nous la voyons pour les grandes fêtes. » C'est suffisant. Ils avaient vu leur petite fille exactement 7 fois en 2 ans. 7 fois pour Noël, Thanksgiving, et les premiers et deuxièmes anniversaires d'Emma. C'était tout. Pas de visites impromptues, pas de « laisse-moi la garder pendant que tu fais tes courses », aucun intérêt réel pour leur rôle de grands-parents. Pourtant, ils étaient allés à Miami 4 fois l'année dernière pour rendre visite à Mélissa. Ils avaient fait 2 croisières avec elle. Ils postaient des centaines de photos sur Facebook de moments en famille avec ma sœur, son mari, et leurs enfants. Je n'étais sur aucune photo. Emma non plus. À Thanksgiving dernier, le groupe de discussion familiale incluait tout le monde, sauf moi. Je n'ai appris les plans pour le dîner que parce que j'ai appelé ma mère directement. Quand je suis arrivé, elle avait l'air agacée. « Oh, nous ne pensions pas que tu voudrais venir. Tu es toujours si occupé. » Il y avait des couverts pour 12 personnes. Aucun n'était pour Emma ou pour moi. L'opération a duré 4 heures. Ils ont retiré ma rate, réparé l'hémorragie interne, et réduit mes fractures de côte. Quand je me suis réveillé, Patricia était là, dans ma chambre. Elle avait emmené Emma à l'hôpital, et ma fille dormait paisiblement dans un berceau portable que les infirmières avaient trouvé. « Elle est parfaite », a chuchoté Patricia. Nous avons dîné. Elle a pris son bain dans ton appartement et j'espère que cela ne te dérange pas, j'ai pris tes clés dans ton sac et elle s'est endormie vers 20 heures. Elle t'a réclamé, mais je lui ai dit que maman la verrait très bientôt. Je me suis mise à pleurer. Cette parfaite inconnue avait fait plus pour ma fille en 6 heures, que ma propre mère en 2 ans. Patricia, je ne pourrai jamais assez vous remercier.
Arrêtez, a-t-elle dit doucement. C'est mon travail. Mais plus que cela, c'est ce que font les gens qui se soucient des enfants. Concentrez-vous sur votre guérison. Je m'occupe d'Emma. Pendant les 3 jours suivants, Patricia est restée avec Emma. La facture du service de nounou s'est élevée à 3 780 €. Je l'ai payée sans hésitation. Cela valait chaque centime. Ma mère n'a pas appelé une seule fois pour prendre de mes nouvelles. Pas une seule fois. Le 4e jour, mon téléphone a commencé à sonner. Ma mère. J'ai laissé filer sur la messagerie. Elle a appelé encore, et encore. Le soir, elle avait appelé 23 fois. Mon père a appelé 14 fois. Même ma sœur a appelé, ce qui était inhabituel puisque nous nous parlions à peine. J'ai fini par répondre au 31e appel. Allô? Sarah. La voix de ma mère était hystérique. Que as-tu fait? Que as-tu fait? Je récupère de mon opération, maman. Merci de demander. Emma va bien, au fait. Merci de demander aussi. Ne t'avise pas d'être sarcastique avec moi. Le paiement de l'hypothèque n'est pas passé. Notre compte est à découvert. La banque appelle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai annulé le virement automatique, ai-je dit calmement. Quel virement? De quoi parles-tu? Les 3 800 € que je vous envoie chaque mois depuis 8 ans. Je les ai arrêtés. Silence. Un silence complet, total. Puis, c'était. C'était toi. C'était moi. Chaque mois, depuis mes 24 ans. Votre hypothèque, vos mensualités de voiture, vos taxes foncières, vos frais de copropriété et tout. 374 240 € au total. De rien. Mais nous pensions. Les investissements de ton père. Papa n'a pas d'investissement, maman. Il a une modeste pension, et la sécurité sociale. Vous vivez sur mes revenus depuis presque une décennie. Et quand j'ai eu besoin de toi pour une seule après-midi pour garder ta petite fille pendant que je subissais une chirurgie d'urgence pour me sauver la vie, tu m'as dit que tu ne manquerais pas ta croisière pour mes histoires. Sarah, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu as choisi des vacances au détriment de la vie de ta fille. Tu as qualifié une urgence médicale des histoires. Tu m'as dit de me débrouiller seul, alors je l'ai fait. J'ai engagé une inconnue pour s'occuper d'Emma, et je vous coupe les vivres définitivement. Chaque paiement automatique a été annulé. Vous êtes seul, maintenant. Tu ne peux pas faire ça. Nous allons tout perdre. La maison, la voiture. Débrouille-toi toute seule, maman. Tu es une adulte. J'ai raccroché. Les appels ont continué. 47 fois ce jour-là, 52 fois le lendemain, 68 fois le jour d'après. J'ai bloqué les numéros de mes 2 parents. Puis sont venus les emails, et les SMS de parents dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Les messages Facebook tous disaient la même chose, comment pouvais-je être si cruel? Comment pouvais-je abandonner mes parents? Comment pouvais-je les laisser perdre leur maison? Pas un seul ne m'a demandé comment je me remettais. Pas un seul n'a pris de nouvelles d'Emma. Pas un seul n'a reconnu que ma mère avait refusé de m'aider lors d'une urgence médicale. Je suis sorti de l'hôpital après 6 jours. Patricia m'a aidé à m'installer à la maison avec Emma, s'est assurée que j'avais tout ce dont j'avais besoin, et m'a donné son numéro personnel au cas où. Je lui ai versé une prime de 500 €. Elle a pleuré et m'a serré dans ses bras. 2 semaines après l'accident, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Est-ce Sarah Chin? A demandé une voix féminine professionnelle. Oui. Ici Gloria Martin. Je suis travailleuse sociale au Merci Général. J'examinais certains dossiers des dernières semaines, et je suis tombé sur quelque chose de préoccupant. Puis-je vous parler de votre admission en urgence du 3 octobre? Mon cœur a sombré. Est-ce qu'ils enquêtaient sur moi? Quelqu'un m'avait-il dénoncé pour quelque chose? Bien sûr, ai-je dit prudemment. Je vois ici que vous avez été admise avec des blessures mettant votre vie en danger, suite à un accident de voiture. Vous avez subi une opération d'urgence. Votre dossier note que vous avez appelé votre mère pour obtenir de l'aide pour la garde d'enfants, et qu'elle a refusé.
Est-ce exact? Oui, c'est exact. Et vous avez ensuite engagé un service de nounou privé depuis votre lit d'hôpital? Oui. Patricia a été merveilleuse. Ma fille a été parfaitement soignée. Je ne remets pas cela en question du tout, a dit Gloria rapidement. Je vous appelle en fait parce que l'une de nos infirmières des urgences a signalé votre dossier. Elle était préoccupée par la dynamique familiale. Seriez-vous prête à me rencontrer? Je pense qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir. Nous nous sommes rencontrés 3 jours plus tard dans un café près de l'hôpital. Gloria était une femme d'une 50aine d'années, avec des yeux bienveillants, et une manière de parler directe. Elle n'a pas perdu de temps en bavardage. Sarah, ce que je m'apprête à vous dire est quelque chose que je pense que vous devez entendre, mais ce ne sera pas facile. Je suis travailleuse sociale depuis 27 ans. J'ai vu des milliers de cas de négligence familiale, d'abus, et de dysfonctionnement. Votre cas a attiré mon attention parce que c'est ce que nous appelons de la négligence émotionnelle insidieuse de la part de figures parentales ayant des tendances narcissiques. J'ai dû paraître confuse, car elle a continué. La réponse de votre mère à votre urgence n'était pas seulement égoïste, elle était pathologique. Un parent normal, même un parent qui n'est pas particulièrement proche de son enfant adulte, répondrait à une urgence médicale. Le fait qu'elle ne l'ait pas fait, combiné à ce que notre infirmière a surpris concernant votre soutien financier, suggère une dynamique profondément dysfonctionnelle. Je pensais juste qu'elle avait toujours été un peu égocentrique, ai-je dit faiblement. Sarah, votre mère a-t-elle déjà reconnu vos mérites, célébré vos réussites, ou montré un intérêt sincère pour votre vie? J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Non, ai-je fini par dire. Jamais. Vous a-t-elle déjà comparé de manière défavorable à votre sœur? Constamment. Vous a-t-elle déjà fait sentir responsable de son bonheur, ou de son bien-être? J'ai pensé à ces 8 années de paiement, à la culpabilité que je ressentais encore maintenant pour les avoir arrêtées. Oui. Gloria a hoché la tête. Ce que vous vivez s'appelle la dynamique de l'enfant en or et du bouc émissaire. Votre sœur est l'enfant en or, elle ne peut rien faire de mal, elle représente le succès. Vous êtes le bouc émissaire à blâmer pour les problèmes, obligé de donner sans jamais recevoir, jamais assez bien. Et vous avez financé cette dynamique. Littéralement payé pour le privilège d'être maltraité. Quelque chose s'est brisé dans ma poitrine. Toutes ces années, tout cet argent, tous ces efforts pour gagner un amour qui n'allait jamais venir. Que dois-je faire? Ai-je chuchoté. Vous l'avez déjà fait, a dit Gloria fermement. Vous avez coupé les vivres. C'était la bonne décision. Maintenant, vous devez maintenir vos limites. Ils vont intensifier la pression. Ils vont essayer la culpabilité, la manipulation, et les singes volants ces membres de la famille qui vous mettent la pression en leur nom. Vous devez rester forte. Je me sens tellement coupable, pourtant. Bien sûr que vous vous sentez coupable. Ils vous ont entraîné à vous sentir responsable d'eux. Mais Sarah, répondez-moi à ceci, si la situation était inversée, s'ils étaient ceux qui avaient de l'argent et que vous étiez en difficulté, pensez-vous qu'ils paieraient secrètement vos factures? Pendant 8 ans? J'ai connu la réponse immédiatement. Non. Exactement. C'était une relation à sens unique. Vous méritez mieux. Plus important encore, Emma mérite de grandir en voyant sa mère traitée avec respect. Vous êtes en train de briser un schéma générationnel. C'est difficile, mais c'est nécessaire. Nous avons discuté pendant 2 heures. Quand je suis parti, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, j'avais les idées claires, j'étais sûr de moi. 3 semaines après l'accident, un mardi après-midi, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu ma mère, et mon père, debout sur le palier. Ma mère avait l'air furieuse. Mon père avait l'air vaincu. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer. Que voulez-vous? Nous devons parler, a dit ma mère, en essayant de me bousculer pour entrer. J'ai bloqué le passage. Nous pouvons parler ici. Sarah, s'il te plaît, ne sois pas difficile. Nous avons fait tout ce chemin. Vous avez conduit 30 minutes, maman. Les mêmes 30 minutes que tu n'as pas pu m'accorder quand j'étais mourante à l'hôpital. Ce n'est pas juste. Nous ne savions pas que c'était si grave. Je t'ai dit que j'avais une hémorragie interne. Je t'ai dit que j'avais besoin d'une opération d'urgence.
Quelle partie de tout cela ne semblait pas grave? Mon père a fini par prendre la parole. Sarah, ma chérie, nous allons perdre la maison. Nous avons besoin que tu rétablisses les virements. Juste le temps que nous trouvions une autre solution. Quelle solution, papa? Vous êtes tous les deux à la retraite. Vous n'avez aucun autre revenu. Vous vivez à mes crochets depuis 8 ans. Si je recommence à payer, vous allez juste attendre cela pour toujours. Mais où irons-nous? La voix de ma mère a pris ce ton pleurnichard que j'avais entendu toute ma vie quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Je ne sais pas, maman. Peut-être pouvez-vous aller chez Mélissa. C'est elle la fille qui a réussi, n'est-ce pas? Celle avec qui il vaut la peine de passer du temps. Mélissa n'a pas de place. Elle a une maison de 5 chambres, mais ses chambres d'amis sont occupées. Alors vendez. Vendez la maison, prenez un appartement que vous pouvez vous offrir avec la pension de papa. C'est ce que font les gens normaux. C'est notre maison, Sarah. Nous vivons ici depuis 30 ans. Et c'est moi qui l'ai payé pendant 8 de ces années. J'ai fini. Le visage de ma mère s'est tordu en une grimace hideuse. Tu fais ça juste pour nous punir. Tu as toujours été rancunière, égoïste. C'est exactement pour cela que nous n'avons jamais été proches. Quelque chose en moi a craqué. Nous n'avons jamais été proches parce que tu n'as jamais voulu être proche de moi. Tu ne m'as jamais aimé. Dès le jour de ma naissance, j'étais l'accident, le fardeau, la déception. J'ai passé 32 ans à essayer de gagner ton amour, et j'ai fini. J'arrête de payer pour cela. J'arrête de supplier. C'est fini. Si tu ne nous aides pas, nous serons à la rue. A hurlé ma mère. Alors je suppose que vous vous débrouillerez. Vous êtes des adultes, tu te souviens? J'ai fermé la porte. Ils ont martelé le bois pendant 10 minutes, mais je n'ai pas rouvert. Finalement, ils sont partis. Les appels téléphoniques sont devenus extrêmes. Ma mère appelait 8, 9 fois en une seule journée. Quand j'ai bloqué son numéro, elle a appelé depuis les téléphones d'autres personnes. Elle s'est présentée à mon appartement 4 fois de plus. J'ai arrêté de répondre à la porte. Puis est venu le message sur Facebook. Ma mère a écrit un long message détaillé sur sa fille ingrate, qui abandonnait ses parents âgés dans leur moment de besoin. Elle s'est dépeinte comme la victime d'une enfant cruelle et sans cœur. Elle a opportunément omis la partie où elle refusait de garder Emma pendant mon opération. Elle n'a surtout pas mentionné les 374 240 €. Des membres de la famille élargie, que je connaissais à peine, ont commencé à commenter « La famille doit aider la famille, les aînés méritent le respect, comment as-tu pu ?» Je n'ai répondu à rien. Gloria m'avait prévenu que cela arriverait. Ne vous défendez pas sur les réseaux sociaux, avait-elle dit. Les gens qui veulent croire que vous êtes la méchante le croiront. Quoi que vous disiez, les gens qui comptent verront la vérité. Elle avait raison. 3 de mes cousins m'ont contacté en privé. Nous avons vu le message de ta mère, mais nous avons aussi remarqué qu'elle ne disait pas ce qui s'était réellement passé. C'est quoi la vraie histoire? Je leur ai tout dit. Les 8 ans de paiement, la croisière, le refus d'aider pour Emma, le manque total d'intérêt pour mon bien-être. Leurs réponses ont été similaires, oh mon Dieu, je n'en avais aucune idée. C'est horrible. Tu as bien fait. Mais publiquement, le récit de ma mère dominait. J'étais la fille ingrate, la méchante de la famille. Très bien. Je pouvais vivre avec ça. 6 semaines après l'accident, j'étais presque guéri physiquement. La guérison émotionnelle, elle, était en cours. J'avais commencé à voir un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux. Cela m'aidait. Puis, quelque chose d'inattendu est arrivé. J'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai répondu, une voix d'homme âgé a dit « Sarah, c'est ton grand-père, le père de ta mère. Ne raccroche pas. » Je n'avais jamais rencontré mon grand-père maternel. Lui et ma grand-mère avaient divorcé quand ma mère était jeune, et il y avait eu une sorte de rupture majeure. Ma mère ne parlait jamais de lui, sauf pour dire qu'il était mort pour la famille. « Grand-père Franck ?» ai-je dit prudemment. « C'est bien moi. Je sais que cela tombe de nulle part, mais j'ai besoin de te parler. Ta mère ne sait pas que je t'appelle. Pouvons-nous nous voir ?» Nous nous sommes rencontrés le lendemain, dans le même café où j'avais vu Gloria.
Franck avait 78 ans, il était vif comme l'éclair, et ne mâchait pas ses mots. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-il dit après que nous ayons commandé nos cafés. Par ta tante Linda, la sœur de ta mère. Elle m'a parlé de l'accident, de l'opération, et de la réaction de ta mère. Elle m'a aussi parlé de l'argent que tu envoyais. Comment tante Linda le savait-elle? Elle observe ce naufrage depuis des années. Elle a essayé de t'avertir une fois, mais ta mère a intercepté l'appel. As-tu reçu un message de Linda il y a environ 5 ans? Je me suis vaguement souvenu que ma mère avait mentionné que sa sœur avait appelé pour raconter des mensonges, et que je ne devrais pas lui parler. Je n'avais jamais remis cela en question. C'est bien ce que je pensais, a dit Franck d'un ton sombre. Sarah, je dois te dire quelque chose sur ta mère. C'est ma fille et je l'aime, mais ce n'est pas une bonne personne. Elle ne l'a jamais été. On lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité narcissique quand elle avait 19 ans. Elle a refusé le traitement. Cela a détruit mon mariage avec sa mère, car nous n'étions pas d'accord sur la façon de gérer cela. Il a pris une gorgée de café, et a continué. Elle a déjà fait cela. Trouver quelqu'un pour la soutenir financièrement, tout en le traitant comme une moins que rien. Elle l'a fait à son premier mari, le père biologique de ta sœur. Savais-tu que Mélissa a un père différent? Je ne le savais pas. Quoi? Ta mère a été mariée avant ton père. Son premier mari, Richard, l'a soutenu pendant des années alors qu'elle le traitait comme de la poussière. Elle le comparait constamment à d'autres hommes, le faisait se sentir bon à rien, mais le gardait pour son argent. Quand il est enfin parti, elle est passée à ton père. C'est un homme bien, mais il est faible. Il ne lui tiendra jamais tête. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que tu as besoin de savoir que ce n'est pas toi. Ça n'a jamais été toi. Elle est incapable d'amour sincère ou d'empathie. Tu pourrais gagner un prix Nobel qu'elle trouverait encore quelque chose à te reprocher. Parce que le problème n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu représentes pour elle sa source. Tu es une source d'argent, et quelqu'un envers qui elle peut se sentir supérieure. C'est tout ce que tu as jamais été pour elle. Je suis resté là, stupéfaite. Ce que tu as fait en coupant l'argent, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Elle va perdre la maison. Ils sont déjà en procédure de saisie. Ton père m'a appelé la semaine dernière pour implorer mon aide. Je lui ai dit la même chose que je te dis à toi, il est temps pour eux de faire face à la réalité. Que vont-ils faire? Ils vont réduire leur train de vie, prendre un petit appartement, vivre selon leurs moyens réels. La pension de ton père et la sécurité sociale couvriront un mode de vie modeste. Ils n'auront simplement plus la grande maison, les voitures de luxe, et les croisières annuelles. Et Sarah, ce n'est pas ton problème. Cela n'aurait jamais dû être ton problème. Nous avons discuté encore 1 heure. Franck m'a raconté des histoires sur le comportement de ma mère au fil des ans, sur les gens qu'elle avait utilisés et jetés, sur ce schéma d'abus qui s'était répété pendant des décennies. C'était à la fois libérateur et déchirant. Avant de nous quitter, il a dit « J'aimerais apprendre à te connaître, toi et Emma, si tu es d'accord. Je sais que je suis un inconnu, mais je suis ton grand-père, et je voudrais essayer. » J'aimerais beaucoup cela aussi, ai-je répondu. 2 mois après l'accident, mes parents ont perdu la maison. Ils ont emménagé dans un appartement de 2 chambres à 50 km de là. Mélissa, malgré sa maison de 5 chambres et son salaire de 400 000 €, n'a pas proposé de les aider. Apparemment, quand ils lui ont demandé, elle a répondu qu'elle et son mari avaient soigneusement budgétisé leur train de vie, et ne pouvaient pas assumer de dépenses supplémentaires. L'ironie ne m'a pas échappé. Ma mère m'a envoyé un dernier email, j'espère que tu es contente. Tu as détruit ta famille. Nous ne te pardonnerons jamais. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. 3 mois après l'accident, j'étais totalement guéri. Emma s'épanouissait. J'avais obtenu une promotion au travail, une augmentation de 15 000 € que je pouvais enfin garder pour moi, au lieu de l'envoyer à mes parents. J'avais emménagé dans un meilleur appartement avec 2 chambres, pour qu'Emma puisse avoir sa propre chambre. Grand-père Franck venait nous voir tous les dimanches. Il était le grand-père que je n'avais jamais eu, la figure parentale dont j'avais toujours eu besoin. Il a appris à peindre à Emma. Il m'emmenait déjeuner et me posait de vraies questions sur ma vie, mes intérêts, mes rêves. Il a rencontré Patricia, qui gardait encore Emma de temps en temps,
et lui a dit qu'elle était un ange. Voilà ce que la famille est censée être, m'a-t-il dit un après-midi alors qu'Emma faisait la sieste. Des gens qui sont là. Des gens qui se soucient de toi. Pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. Un jour, j'ai croisé une ancienne connaissance du lycée à l'épicerie. Elle avait vu les messages Facebook de ma mère disant que j'étais une fille terrible. Je voulais juste que tu saches, a-t-elle dit doucement, que je n'ai jamais cru à cette version. Je me souviens de la façon dont ta mère parlait de toi au lycée. Je suis désolé que tu aies traversé tout cela. Merci, ai-je dit. Cela signifiait plus qu'elle ne le pensait. Aujourd'hui, 6 mois après l'accident, je suis assise dans mon salon, et je regarde Emma jouer avec ses blocs. Elle a presque 3 ans, elle est heureuse, en bonne santé, aimée. Elle appelle grand-père Franck ou papa Franck, et son visage s'illumine chaque fois qu'il arrive. J'ai 3800 € de plus dans mon budget chaque mois. J'ai commencé un fonds d'études pour Emma. Je prévois de vraies vacances, juste toutes les 2, à Disneyland. Je me suis acheté de nouveaux vêtements qui ne viennent pas de chez Target. J'ai fait réparer ma voiture correctement, au lieu de vivre avec les bosses et les rayures. Ma mère n'a pas appelé depuis 2 mois. Aux dernières nouvelles de tante Linda, mes parents s'en sortent dans leur appartement, mais ils rendent tout le monde misérable avec leurs plaintes. Mon père a essayé de me contacter une fois via grand-père Franck, mais j'ai décliné le contact. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Pas avant qu'il puisse s'affirmer seul, et reconnaître ce qui s'est passé. Mélissa m'a envoyé un unique SMS le mois dernier, maman m'appelle constamment pour me demander de l'argent. Je l'ai bloqué. Juste pour ton info. Je n'ai pas répondu. Mélissa a fait ses choix, elle aussi. Mais voici ce que j'ai appris au cours des 6 derniers mois, couper les ponts avec une famille toxique n'est pas cruel, c'est de l'autopréservation. C'est se choisir soi-même, et choisir son enfant, plutôt que des gens qui ont prouvé qu'ils ne vous accordaient aucune valeur. C'est refuser de payer littéralement et figurativement pour un amour qui aurait dû être donné gratuitement. J'ai dépensé 374 240 € pour essayer d'acheter l'amour de ma mère. J'aurais pu acheter une maison avec cet argent, payer toutes les études d'Emma, assurer des décennies de sécurité et de confort. Au lieu de cela, j'ai acheté une leçon douloureuse mais nécessaire. Certaines personnes prendront tout ce que vous donnez, et en demanderont encore plus. Et la seule façon de gagner, c'est d'arrêter de jouer. Ah, et vous vous souvenez de ce chirurgien que j'ai mentionné, celle qui est entrée dans ma chambre d'hôpital alors que ma mère exigeait que je rétablisse les virements? C'est arrivé au 5e jour de ma convalescence. Ma mère avait réussi, je ne sais comment, à embobiner les infirmières pour passer, et elle se tenait au-dessus de mon lit, énumérant toutes les raisons pour lesquelles je lui étais redevable. Le chirurgien, le docteur Reeves, est entré pour un contrôle post-opératoire. Elle a jeté un regard sur la scène, moi, épuisé et pâle, ma mère, le visage rouge et gesticulant frénétiquement, et elle a dit, « Je vais devoir vous demander de partir. Ma patiente a besoin de repos. » Je suis sa mère. A rétorqué ma mère. J'ai le droit d'être ici. Le docteur Reeves a ouvert mon dossier sur sa tablette. Selon nos dossiers, vous avez refusé de vous occuper de votre petite fille alors que votre fille était admise avec des blessures mettant sa vie en danger. Notre personnel des urgences a documenté cette conversation. Vous lui avez dit, et je cite, « Je ne vais pas manquer ma croisière pour tes histoires. » Le visage de ma mère est devenu livide. Votre fille avait une rupture de la rate, une hémorragie interne, 3 côtes cassées, et a fait un arrêt cardiaque pendant l'opération. Elle a failli mourir. Et vous étiez sur un bateau de croisière. La voix du docteur Reeves était glaciale. Alors, non, je ne pense pas que vous ayez le droit d'être ici, à lui infliger du stress pendant sa guérison. Partez maintenant, ou j'appelle la sécurité pour vous faire interdire l'accès à cet étage de façon permanente. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée comme celle d'un poisson. Aucun son n'est sorti. Elle m'a regardé, s'attendant à ce que je la défende, ou que j'arrondisse les angles comme je l'avais toujours fait. Je n'ai rien dit. Elle a attrapé son sac et est partie. L'expression sur son visage choc, humiliation, incrédulité était absolument inestimable. Le docteur Reeves a attendu que la porte se ferme, puis s'est tourné vers moi avec un sourire doux. J'ai une fille. Si jamais elle avait besoin de moi et que je choisissais des vacances à la place, je ne mériterais pas d'être appelée une mère. Vous n'avez rien fait de mal en lui coupant les vivres. Rien du tout.
Je me suis mise à pleurer. Elle a tiré une chaise et est restée avec moi pendant 20 minutes, pas comme mon chirurgien, mais comme un être humain s'adressant à un autre, et elle m'a parlé des limites qu'elle avait dû poser avec sa propre belle-mère toxique. Elle m'a donné le numéro de Gloria, et m'a conseillé de suivre une thérapie pour traumatisme familial. Cette conversation a tout changé. C'était la première fois qu'une figure parentale validait mes sentiments au lieu de les rejeter. Cela m'a donné la force de maintenir mes limites quand la pression est montée. Me voici donc, 6 mois plus tard, une mère célibataire avec une fille magnifique, une relation avec mon grand-père, une carrière dans laquelle je suis doué, et absolument zéro dette envers les gens qui m'ont donné naissance. Je ne vais pas mentir et dire que cela a été facile. Certains jours, je me sens encore coupable. Certains jours, je me demande si j'aurais dû faire plus d'efforts, être plus compréhensive, ou leur donner une autre chance. Mais alors, je me rappelle, je leur ai donné 32 ans de chance. Je leur ai donné 374 240 €. Je leur ai donné mon temps, mon énergie, mon travail émotionnel, et mes tentatives désespérées d'être assez bien. Ils ne m'ont rien donné d'autre que des critiques, et des exigences toujours plus grandes. J'en ai fini de donner à des gens qui ne savent que prendre. Emma grandira en connaissant sa propre valeur. Elle grandira en voyant sa mère poser des limites, et se faire respecter. Elle grandira avec un papa Franck qui l'aime inconditionnellement, pas parce qu'elle accomplit quoi que ce soit ou fournit quoi que ce soit, mais simplement parce qu'elle existe. Voilà ce que l'amour est censé être. Et si ma mère se demande un jour pourquoi elle a perdu sa fille, la réponse est simple, elle ne m'a jamais dû ou pour commencer. Elle avait un compte bancaire avec des émotions rattachées. Quand le compte bancaire a fermé, il n'est plus rien resté. Je suis enfin libre. Emma est en sécurité. Nous construisons une vie entourée de gens qui se soucient réellement de nous. Et honnêtement, cela n'a pas de prix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir lu mon histoire. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous me suivez. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire à une famille qui n'appréciait que ce que vous pouviez fournir plutôt que qui vous êtes, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas les méchants. Et vous méritez mieux. Vous méritez des gens qui lâcheraient tout pour vous en cas d'urgence, pas des gens qui choisiraient une croisière. Choisissez-vous vous-même. Protégez votre paix. Construisez votre famille choisie. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise.